Hello everybody. Pascal here from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Pascal ici, de Neutrality Studies, en direct aujourd'hui de l'Université des Philippines, dans la magnifique ville de Los Baños. Joyeux Noël à tous. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre nous depuis environ 10 à 14 jours. Les sanctions prises contre mon compatriote Jacques Pau, contre Nathalie Jump, également citoyenne suisse, contre Hussein Dogruf, citoyen allemand vivant en Allemagne, et, plus largement, contre 59 personnes qui figurent désormais sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Si elles vivent à l'intérieur de l'UPOFOR, ou si elles ont encore un lien significatif avec l'UEMOA, leur vie est désormais complètement différente de ce qu'elle était auparavant. Elles ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire, elles ne peuvent pas en posséder. Tous leurs fonds sont gelés. Ils n'ont pas le droit d'acheter quoi que ce soit. Ils n'ont pas le droit de vendre quoi que ce soit. Ils n'ont pas le droit de recevoir des cadeaux. Hussein Dogruf, citoyen allemand vivant en Allemagne, doit demander une autorisation humanitaire spéciale simplement pour payer le loyer de sa maison. En réalité, tous ces paiements liés à sa maison, et ainsi de suite, sont effectués par l'intermédiaire de son épouse, dont les comptes ont également été touchés par ce régime épouvantable. Car il s'avère que ce ne sont pas seulement les sanctions qui font mal, pas seulement ce qui est directement imposé par l'Union européenne, mais aussi de nombreuses institutions, comme les banques et les compagnies aériennes, qui appliquent des sanctions bien plus larges qu'elles ne le devraient, simplement par précaution, pour s'assurer de ne subir aucune répercussion. Voilà le bras long des sanctions. Cela va jusqu'à ce qu'en Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, les banques appliquent au moins partiellement ces sanctions. D'autres institutions pourraient faire de même, simplement pour rester du bon côté. Ces 59 personnes, si ce sont des individus résidant en dehors de l'UEMOA, vivant dans le sud global, y compris en Russie ou en Chine, elles s'en sortiront bien sûr. Elles se débrouilleront. Pour elles, ce n'est pas aussi difficile que pour d'autres. Mais pour ceux qui vivent dans l'UEMOA, comme mon compatriote Jacques Pau, qui est en Belgique, pour lui, toute sa vie a maintenant changé. Et ces mesures draconiennes, vraiment draconiennes, font heureusement l'objet de discussions depuis environ 2 semaines. Je veux simplement dire une chose. Vous savez, Jacques Pau, il n'est vraiment pas le seul. Il est maintenant devenu viral sur Twitter, car son cas est tellement scandaleux. Mais Nathalie Jump, l'autre citoyenne suisse déjà sanctionnée en juin, est bloquée hors de Suisse. Elle est coincée en Afrique. Heureusement, elle y a des contacts, et elle parvient tant bien que mal à s'en sortir. Mais tout de même, le type de restriction imposée à ces personnes est draconien. Je dois souligner un point, car beaucoup essaient de comprendre cette situation en invoquant l'absence de procédure judiciaire régulière, l'absence de toute forme de rigueur judiciaire que l'on attendrait pour une sanction aussi sévère. Le triste fait est que, juridiquement, les sanctions ne sont pas réellement des punitions. Elles sont, et je vais vous lire cela directement depuis la page d'accueil de l'Union européenne, si je parviens à la retrouver. Vous savez comment l'Union européenne elle-même décrit ces mesures draconiennes qui bouleversent la vie des gens. Laissez-moi simplement vous lire ceci. Cela vient de la page officielle de l'Union européenne à propos des sanctions. Toutes les mesures restrictives adoptées par l'UE sont pleinement conformes aux obligations du droit international, y compris celles relatives à l'aide humanitaire, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Ils vous disent donc déjà « Non, tout va bien, il n'y a rien à voir ici. Il n'y a aucune atteinte aux droits de l'homme. » Bien sûr qu'il y a une atteinte aux droits de l'homme. Mais écoutez bien, en ce qui concerne la nature de ces sanctions, elles ne sont pas punitives. Elles visent plutôt à provoquer un changement de politique ou de comportement chez les personnes visées,
afin de promouvoir les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE. Voilà pourquoi ces sanctions contournent toute norme habituelle de rigueur judiciaire, parce qu'il ne s'agit pas de mesures traditionnelles. Ce sont des mesures exécutives. Ce sont en réalité des mesures éducatives. L'Union européenne vous dit que vous avez fait quelque chose qui ne lui plaît pas, et elle va maintenant vous éduquer. Elle va vous dire comment vous devriez ajuster votre comportement, car ces personnes n'ont rien fait d'illégal. Jacques Bourg n'a rien fait d'illégal. Jacques Bourg n'a enfreint aucune loi. Il a simplement agi d'une manière que l'Union européenne n'apprécie pas. Et c'est pourquoi celle-ci tente désormais de prendre des mesures disciplinaires. C'est aussi la raison pour laquelle il est si difficile de contester cette approche par la voie judiciaire, car la plupart des tribunaux en Europe ne sont pas réellement compétents pour la traiter. Cela sort du cadre de ce dont ils s'occupent habituellement, simplement parce que ces sanctions reposent sur ce que, en droit international et en relations internationales, on appelle le droit souverain. L'idée que les États, en matière d'affaires extérieures, peuvent prendre les mesures qu'ils jugent appropriées. Ils n'ont besoin de demander l'autorisation à personne. Parfois, nous pensons à tort que les gouvernements s'adressent aux Nations Unies pour obtenir une autorisation, ou que les Nations Unies régulent ce que les États peuvent ou ne peuvent pas faire, et que les États doivent s'y conformer. Et bien que cela soit vrai en théorie, bien que en théorie, les Nations Unies aient la capacité de produire du droit international, en pratique, lorsque les États veulent prendre des mesures à l'égard du monde extérieur, ils s'appuient sur leurs droits souverains. Ils sont l'autorité suprême en matière de législation sur leur propre territoire. Par conséquent, ils s'arrogent le droit de faire la loi. Ainsi, les sanctions constituent en ce sens une mesure souveraine de l'Union européenne qui détermine ce qui va se passer à l'intérieur de l'UE membre. Bien sûr, l'UE n'est pas réellement un État-nation, du moins pas au sens classique. Lui-même est un projet très fascinant qui tourne aujourd'hui terriblement mal. Un groupe d'États membres ayant abandonné certains pouvoirs dans le traité de Lisbonne et par d'autres instruments de droit international, déléguant ces pouvoirs à l'Union européenne. L'un de ces pouvoirs est la politique étrangère et de sécurité commune. Ce qui est triste, c'est que ce qu'ils ont fait, imposer des sanctions contre des institutions, des entreprises et des individus, est légal dans la mesure où cela a été formellement accompli de manière correcte. La légalité formelle de ces sanctions existe parce que l'Union européenne a suivi son propre processus interne, qu'elle avait structuré et défini afin de les imposer. Cela ne signifie pas pour autant que le contenu des sanctions respecte également les normes et standards juridiques. Au contraire, le fond même est non seulement très problématique, il est, et j'en suis absolument certain, en contradiction avec le droit des droits de l'homme, et dans certaines circonstances, peut-être même avec le droit humanitaire, bien que probablement pas, mais le droit des droits de l'homme, sans aucun doute. Et si l'on contestait cela devant une cour des droits de l'homme, je suis presque certain que ces personnes gagneraient. Le problème qu'ils rencontrent pour porter cette affaire devant une cour des droits de l'homme, c'est que, selon les critères de ces juridictions, qu'elles relèvent des Nations Unies ou non, il faut d'abord avoir épuisé tous les recours possibles au niveau local. Or, au niveau local, il n'existe en réalité qu'un seul recours, celui de la Cour de justice de l'Union européenne. Ces 59 personnes peuvent donc faire appel à la CJUE et dire « Nous voulons un réexamen de notre dossier ». Mais, au final, ce que la CJUE vérifie réellement m'est très flou. S'agit-il simplement de vérifier la forme, de s'assurer que les exigences formelles sont respectées, ou bien examine-t-elle aussi le fond de l'affaire?
Parce que vous avez sans doute vu à quel point ces requêtes sont construites de manière fragile, n'est-ce pas? Il y a un tout petit paragraphe d'environ 6 ou 7 lignes pour chacun de ces individus expliquant pourquoi ils figurent sur cette liste de sanctions. Maintenant, que le contenu soit vrai ou non, importe finalement assez peu, car l'Union européenne a le droit d'y inscrire qui elle veut, pour n'importe quelle raison, en vertu de sa souveraineté. C'est cela qui est draconien et terrible, car il ne s'agit pas d'un processus judiciaire. Il n'a pas besoin de respecter les normes judiciaires. Il doit seulement se conformer aux règles internes de formulation de telles sanctions. Naturellement, ces sanctions n'ont pas été conçues à l'origine pour cela. Elles n'étaient pas destinées à être appliquées en interne. Elles sont censées être un instrument de politique étrangère. Et ce à quoi nous assistons, bien sûr, c'est à la dégradation de toute forme de respect des normes habituelles en matière de politique étrangère. Et c'est, malheureusement, quelque chose de prévisible. Tout système totalitaire, ou en voie de le devenir, finit à un moment donné par retourner contre l'intérieur les politiques et les armes qui étaient censées protéger le système de l'extérieur. Et c'est exactement ce que nous observons. Je veux aussi souligner que, même si cela est nouveau pour les Européens ou pour les membres de l'espace Schengen, comme Pascal Lotaz et Nathalie Jamp, la Suisse fait partie de Schengen, la zone commune où les personnes peuvent circuler librement, mais reste en dehors de l'Union européenne. Ce qui est nouveau, c'est que ces sanctions sont désormais utilisées comme des outils pour cibler des individus à l'intérieur de l'U-Memortour. Pendant longtemps, elles servaient en réalité à viser des personnes à l'extérieur. Nathalie Jamp m'a dit lors d'une interview que j'ai faite avec elle, que vous pouvez retrouver sur cette chaîne il y a quelques jours, que les Africains sont très habitués à être placés sur les listes de sanctions de l'U-Memortour ou des États-Unis, sans autre crime que celui de s'opposer aux politiques coloniales de l'U-Memortour ou aux politiques coloniales de certains États européens, comme la France. Le Royaume-Uni a déjà agi de la sorte. Les États-Unis aussi, ils ont l'habitude d'utiliser ces outils de politique étrangère pour cibler des militants africains qui essayent de se débarrasser des vestiges néocoloniaux de ce système d'abus et d'exploitation, dans lequel la richesse de l'Afrique est pratiquement prise gratuitement par des entreprises occidentales. Et pendant des décennies, des gens ont essayé de lutter contre cela. Mais depuis tout aussi longtemps, ces États occidentaux ont utilisé les sanctions pour cibler, en particulier, les dirigeants de tout mouvement de ce type. Naturellement, l'étape suivante, si les sanctions échouent, est celle que les États adoptent habituellement. Ils portent des accusations de terrorisme contre les personnes concernées. Et à ce stade, nous ne sommes vraiment plus qu'à un pas de voir l'U-Memortour désigner certains individus comme des terroristes de l'information, ou sous toute autre expression qu'elle inventera, afin de justifier des mesures de répression encore plus sévères à leur encontre. En ce moment, nous en sommes à un point où l'Union européenne essaie d'éliminer les voix qu'elle n'aime pas, en leur refusant tout service, transformant ainsi ces personnes en hors-la-loi. C'est déjà assez terrible. L'étape suivante consisterait à les persécuter activement, à envoyer des forces de police, voire même des forces militaires, pour arrêter des gens. Nous n'en sommes pas encore là. Et je prie pour que nous n'empruntions pas cette voie. Mais c'est ce que font généralement les systèmes qui basculent vers le totalitarisme. Le triste constat, c'est que l'Union européenne parvient à contourner l'ensemble du processus juridique de ses États membres en utilisant le pouvoir exécutif pour réprimer. Et elle ne le fait pas dans le cadre d'un mécanisme légal. Cela fait partie du processus de gouvernance de l'ensemble de la structure. Et c'est, vous savez, Adolf Hitler, à un certain moment, a simplement déclaré que les actes commis par son gouvernement étaient légaux.
Il les appelait ainsi. Il suffit de prendre le pouvoir et de décréter que certaines choses sont légales. L'Union européenne n'en est absolument pas là, pas même de loin. Mais il est très problématique que de telles actions soient entreprises. Ne vous méprenez pas. L'U-Member n'est pas encore un État nazi, mais elle doit cesser d'agir ainsi. Cela m'amène peut-être au dernier point. Que pouvons-nous faire? Ce sont essentiellement des mesures politiques, et les mesures politiques ne peuvent pas, ou seulement avec beaucoup de difficultés, être combattues par des voies judiciaires. Et tandis que ces personnes désormais sanctionnées doivent engager des actions en justice pour tenter de retrouver certains de leurs droits fondamentaux, ce que nous devons faire, c'est lancer un processus politique. Nous devons dénoncer cette situation. Et heureusement, sur Twitter, l'affaire Jacques Bourg est désormais largement discutée. J'en suis très heureux. Nous devons poursuivre le débat, en parler davantage, envoyer des lettres et des pétitions. Nous devons faire comprendre à la direction de l'Union européenne que c'est une limite inacceptable et que cela ne sera pas toléré, y compris par des manifestations politiques. Et en Suisse, nous devons peut-être envisager de contraindre notre gouvernement à défendre nos droits vis-à-vis de l'Union européenne par un référendum populaire. Ce serait une voie possible. Nous devons donc entreprendre une action politique. L'action judiciaire ne peut pas combattre un système politique de répression. L'autre chose à faire, c'est de rester unis, se connecter avec d'autres, créer des groupes de soutien, mettre en place des mécanismes d'aide pour les personnes qui se retrouvent sous ce régime de sanctions. Car si l'Union européenne ne comprend pas qu'elle doit y mettre un terme, elle sapera tout ce qu'elle représente. Si elle ne le comprend pas, alors ce régime répressif s'aggravera. De plus en plus de personnes se retrouveront sur cette liste et de plus en plus de vies seront bouleversées. Ce que nous devons faire, c'est créer des mécanismes pour au moins apporter une aide, d'une manière ou d'une autre, dans ces circonstances. L'un des premiers consiste, vous savez, à se rassembler dans des forums en ligne, à échanger des informations, à obtenir des conseils juridiques d'avocats et d'anciens juges qui ne sont pas d'accord avec cette situation, afin de donner des recommandations sur ce qu'il est possible de faire pour atténuer les pires effets. Mais pour s'en débarrasser, cela ne peut se faire que par l'action politique, de différentes manières. Sur ces réflexions, je vais vous quitter depuis l'Université des Philippines en Asie du Sud-Est, où je dois dire que la vie semble encore libre. La vie semble encore très peu entravée. Et je vous retrouverai très bientôt au Japon. Au revoir. Goodbye.